L'économie en débat, c'est dans Géopresse. C'est votre émission qui décrypte les questions liées à l'économie, à la gestion publique et à la gouvernance de l'État. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons faire le point sur la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse qui a eu lieu le 3 mai 2022. Cette journée a eu pour thème les journalismes sous l'emprise du numérique. Également, toujours dans cette émission, nous allons faire le point sur les retombées de la guerre en Ukraine, sur l'Afrique subsaharienne. Depuis plus de 2 mois, cette guerre a provoqué de conséquences fâcheuses partout dans le monde. En Afrique, on constate la hausse de prix des denrées alimentaires et des combustibles. Pour parler de toutes ces questions, j'ai à ma gauche Orly Darel Kiamboukoulou, journaliste à 7 sur 7 et Forum 2As. Bonjour. Bonjour Jojo Moulamba, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Je suis content. Je vous en prie. Et à ma droite, c'est Pati Moukouna, chroniqueur international et journaliste à Géopolis Forum. Bonjour et merci Jojo pour l'invitation. Je vous en prie. Et Fiston Leko, journaliste économique, un habitué des Géopresse. J'ai dit également bonjour. Bonjour et merci Jojo pour l'invitation. Orly Darel Kiamboukoulou, le monde entier a célébré le 3 mai la liberté de la presse. Il a été donc question pour le professionnel des médias de réfléchir sur l'impact de l'ère du numérique sur la liberté d'expression, de défendre l'indépendance de médias, mais aussi surtout de valuer la liberté de la presse et de réfléchir sur l'éthique professionnelle. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette question? Merci beaucoup Jojo Moulamba. Je commence d'abord par saluer la pertinence de la thématique parce que nous sommes sans ignorer aujourd'hui de l'emprise qu'a le numérique dans la profession, dans l'exercice du métier des journalistes. Aujourd'hui, les journalistes sont contraints de s'adapter à l'ère des numériques au risque de disparaître. Donc, le thème est très pertinent. Je crois qu'il est à la fois pertinent et interpellateur. Ça doit interpeller les journalistes, non seulement dans le sens de dire que, dans le sens de les encourager de s'approprier davantage l'outil numérique dans l'exercice quotidien de leur profession, mais aussi de pouvoir, ça interpelle aussi dans le sens de dire qu'il est important aujourd'hui d'étendre les codes d'éthique et déontologie du journalisme en tenant compte de la donne numérique. J'ai dit ça parce que j'ai dit ça par rapport à certaines dérives que nous observons aujourd'hui sur les numériques. Je l'ai dit tantôt que l'avènement du web a donné naissance au web journalisme. Le web journalisme, ce sont les journalistes professionnels, quelqu'un qui a fait les études de journalisme à la base, mais qui est contraint aujourd'hui d'utiliser le numérique non seulement comme un canal, mais aussi comme une source d'information. À côté de ces concepts, il y a les concepts du journalisme participatif, c'est-à-dire un homme professionnel, celui qui n'est pas journaliste des professions, mais qui informe. Il assiste à un événement, il enregistre une vidéo, il prend une photo, il fait un texte, il publie. Et parfois, chez les journalistes, va s'abreuver auprès de ces gens-là. Mais cela ne doit pas, comme je l'ai dit ici, conduire les journalistes à croire qu'ils doivent, cette liberté qu'apporte le web va leur permettre de publier n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un journaliste professionnel doit se différencier de quelqu'un qui fait du journalisme participatif. Quand il veut publier sur le net, il doit respecter de manière stricte les mêmes normes qui sont édictées par les canaux, pour les canaux, je voulais dire, traditionnels, pour ne pas se confondre avec le journalisme participatif. Fort malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que même certains journalistes, entre guillemets, professionnels, s'hasardent parfois à publier n'importe quoi, à écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, des pratiques qu'il faut absolument condamner. Je salue en passant les efforts que déploie l'organisation de médias en ligne en RDC, MIL-RDC, qui, bien avant même les états généraux de la presse, mène un travail d'étude pour que, in fine, l'autorité publique arrive à élaborer, à instituer un code qui encadre l'exercice du web journalisme en RDC.
Oui, merci Ridarel Kiamboukoulou pour cette analyse. Pati Mukuna, les numériques aujourd'hui a donné naissance à plusieurs types de journalisme, un journalisme citoyen, un journalisme participatif, qu'on vient de le souligner, Orly Darel Kiamboukoulou. Mais cela ne doit pas tuer les fondamentaux du métier du journalisme. Qu'en dites-vous? Je partage cet avis, d'abord merci pour la parole. Je partage cet avis que la modernité ou la révolution ne doit pas faire disparaître le basique. Parce que sinon, on risque d'être informé par n'importe qui. Par n'importe qui. Déjà l'information, c'est une matière stratégique. Il ne faut pas la laisser entre les mains de n'importe qui, sinon pour une mauvaise information, la guerre peut commencer. La plupart des guerres ont commencé sur base des informations qui pratiquement été erronées. Les fake news. Voilà. Les fake news, voilà. Donc c'est pour dire que si aujourd'hui on met en place ce thème de réflexion pour amener les journalistes à réfléchir sur comment évoluer dans un domaine numérique, c'est parce qu'on a fait un constat que le numérique est en train de prendre le journalisme en étau du fait qu'on assiste à un débordement. Parce que les concepts de liberté cachent, c'est comme un arbre qui cache la forêt. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'est liberté, qu'est-ce qu'est débordement. Le débordement est appelé liberté. Ça se situe en liberté et on trouve même des termes pour le défendre. La preuve, vous en avez. Il y a autant d'exemples patents qui montrent que les gens commencent beaucoup plus à déborder. Darel a dit ici, des gens qui publient des faussetés, des gens qui publient n'importe quoi, et ils se font passer pour des journalistes. Et si vous les attaquez, ils vous disent que c'est la liberté de la presse. Donc, il ne faut pas seulement réfléchir sur le numérique, moi je crois qu'il faut aussi réfléchir sur les contenus de la liberté. Qu'est-ce qui est liberté? Qu'est-ce qui n'est plus liberté? Je crois que c'est aussi interpellateur. Je rejoins mon précédent intervenant pour dire que on appelle des gens à réfléchir. Eh bien, réfléchissons. Il est interpellateur du fait qu'il faut donner les contenus à la liberté, il faut donner les contenus à l'expertise, qui il est et qui ne l'est pas. Donc je crois les tribunes comme celle-ci et d'autres vont nous servir ou servir aux uns aux autres comment réfléchir pour trouver une solution. Les numériques aujourd'hui jouent un grand rôle dans le domaine des médias, mais il faut du contenu pour un contenu qui respecte le principe de liberté de la presse. Est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que les numériques garantissent aussi la liberté des journalistes dans l'exercice de leur métier? Merci beaucoup. Ça part de la logique parce que quand on parle de liberté de presse, de la liberté de la presse, il faut dire que cela tient à la liberté de l'expression. La liberté d'expression est l'un des principes fondamentaux de la démocratie. Et parmi justement les éléments qui concourent dans les éléments fondamentaux qui concourent dans la pratique même de la démocratie, il y a cette liberté. La liberté non seulement d'expression, mais aussi des libertés comme des pensées, la liberté de ses constituants en réunion, tout là. Donc il faut dire que le numérique, c'est l'une des révolutions qu'ont connu les médias. Rappelez-vous, à l'histoire même des médias, c'est que le premier média que le monde a connu, c'était la presse écrite. La presse écrite, on a commencé avec les papyrus et tout, et la machine est venue avec l'imprimerie à révolutionner. Nous avons vu l'avènement de la radio qui a essayé un peu de chambouler les choses, mais la radio a existé. L'avènement de la télévision, la presse papier a existé. La télévision est venue, parce que la télévision c'est la communion, le rassemblement. La synthèse de tout. La synthèse de la presse papier et de la radio. Et la presse papier et la radio ont toujours existé. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la dernière révolution des médias, mais c'est aussi une étape de la révolution du monde médiatique qui est le web. Et le web qui, on appelle ça même multimédia, un nouveau média, parce que ça rassemble tout. Nouveau média. Aujourd'hui, vous savez, il y a des radios qui ne fonctionnent qu'en ligne, il y a des télévisions qui ne fonctionnent qu'en ligne. Et Darel venait d'évoquer un cas ici, c'était un cas d'un acteur médiatique qui ne fonctionne qu'en ligne. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça aussi de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est une révolution qui est venue avec justement des nouvelles pratiques, qui est venue avec des nouveaux modes opératoires. Donc, à partir de ce moment-là, il faut maintenant que l'État qui est justement le régulateur numéro 1 de tous les secteurs de la vie, puisse justement encadrer. Mais le problème du numérique, justement, il faut le dire, ça menace aussi la pratique traditionnelle
le professionnalisme même. C'est sur quel point le journalisme, justement, d'un côté, il y a le public. Parce qu'aujourd'hui, avec le web, il y a une inflation d'informations. Les informations sortent de partout. Les informations, nous sommes même assaillis par les contenus informationnels. Donc, le public nous est surinformé. Surinformé. Le public maintenant a un problème de sélection. Le public ne sait pas qui est journaliste et qui ne l'est pas. Donc, il faut voir quand même dans les bus, même dans nos rues, même dans les places publiques à Kinshasa, comment les gens interprètent les informations. Lui, il ne sait pas faire la différence entre Géopolis, il ne sait pas faire la différence entre, par exemple, Télé 50 et une page Facebook d'un individu. C'est-à-dire qu'il se pose là un problème de l'éducation aux médias. Il faut éduquer le public aux médias. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le web a amené aussi une forme de menace dans la profession des journalistes. C'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de montée des cas de menace des journalistes avec le web. C'est-à-dire que vous allez voir que quand quelqu'un, par exemple, dit un propos qui va à contre-courant d'une idéologie politique ou des préférences politiques, il y a des menaces en ligne, il y a des menaces avec surtout des WhatsApp, il y a des menaces avec des comptes Facebook qui pèsent vraiment sur le métier ou la pratique de la liberté de la presse qui est reconnue justement aux journalistes. Donc à partir de ce moment-là, moi je dis qu'il faut d'abord de un que ces secteurs soient réglementés, comme l'a dit Darrel, mais aussi que le public soit quand même informé du fonctionnement normal des médias. Parce que si on prend un média traditionnel et on prend un journaliste participatif qui fait ces choses à titre personnel, il y a quand même des différences. D'abord, les journalistes, chaque matin quand ils se réveillent, ils se posent la question, comment est-ce que je vais informer le public? Là, on voit les traitements de l'information. Chaque matin, nous réunissons, nous sommes tous journalistes avec le conseil de rédaction, ce qui ne se fait pas avec la presse participative. Donc, le problème, c'est au niveau de la consommation des informations. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait des activités qui permettent au public de pouvoir consommer de manière responsable le contenu des médias pour éviter même des fake news dont le monde souffre actuellement. Oui, c'est aujourd'hui, comme nous le constatons tous, c'est à travers les numériques qu'on parle de fake news, qu'on parle de la désinformation, de fausses informations, infotox. Mais Fiston Lekwa a évoqué la question a soutenu même ce que vous venez de dire, c'est la réglementation de journalisme pratiqué dans le numérique. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour ne pas laisser la porte à tout le monde afin que la liberté de la presse soit garantie et respecte les normes du métier? Merci Jojo. La question est pertinente. J'aimerais d'abord préciser une chose. La liberté de la presse n'est pas un libertinage. La liberté de la presse a des limites. Alors, ces limites sont codifiées dans les textes qui est les codes d'éthique et de déontologie de notre profession. Aujourd'hui, Fiston l'a dit, nous sommes partis de la presse imprimée, la presse papier, à la radio, en passant par la télévision. Et aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans les numériques. Le journalisme aujourd'hui est... Donc on ne peut pas... Le journalisme ne peut pas se passer aujourd'hui du numérique. Alors, les numériques, comme tous les autres canaux par lesquels cette profession est passée, a de l'incidence sur l'exercice du métier des journalistes. Parmi ces incidences, il n'y a pas qu'une incidence positive. Il y a aussi de l'incidence au plan négatif. Au plan positif, il a été révélé ici qu'aujourd'hui, les numériques dispensent les journalistes de beaucoup de tracasseries liées à la technologie, parce que pour diffuser aujourd'hui sur le web, ça ne demande pas beaucoup. Beaucoup d'exercices, pas un émetteur. D'ailleurs, nous qui évoluons dans les médias numériques, dans les médias en ligne, il nous arrive de ne pas avoir des conseils de rédaction physiques. On s'est réunis virtuellement, nous proposons des sujets virtuellement, on discute des sujets virtuellement, même la rédaction est devenue virtuelle. Et la rapidité dans la publication de l'information, il y a aujourd'hui les web imposent de nouvelles pratiques journalistiques. Les web imposent de nouvelles pratiques journalistiques, même l'écriture journalistique. On n'écrit pas de la même façon, la même information qui doit paraître dans un journal ne s'écrit pas de la même façon
sur le web. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif du web, c'est un peu cette façon de dire, bon, comme on n'a pas là, comme la rédaction n'est pas là, comme il faut rapidement publier, parce que la rapidité des publications, c'est parmi les éléments qui charrient le web journalisme. Un journaliste web, quand il est dans une activité, son confrère doit traiter pour publier. Lui, il est contraint de publier dans la célérité, dans la rapidité. Et cette rapidité-là fait que parfois il y a une certaine légèreté observée sur les traitements de l'information. Alors pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon humble avis, je pense que il a été dit ici, il y a un vrai problème déjà au niveau de la formation. Il faut commencer par là. Il faut, je pense, je l'ai dit à un ami qu'il faut qu'on pondère davantage les cours à caractère d'éthique et déontologie. Si nous allons dans nos universités, les constats malheureux que ces cours-là, on n'accorde pas beaucoup d'importance à ces cours-là. Ce sont des cours, l'étudiant ne s'y intéresse pas beaucoup. Donc il faut déjà à ce niveau-là mettre un accent prononcé sur les cours d'éthique et déontologie. Au-delà de ça, l'accès à la profession. Qui est journaliste? Qui est journaliste? J'étais très content ce matin quand j'ai parcouru encore les codes d'éthique et déontologie. Le code fait la différence, je crois que ça doit être l'article 2, ça fait la différence entre un bon journaliste. Il est écrit, un bon journaliste. Qui est un bon journaliste? C'est dans les chapitres consacrés au devoir des journalistes. On définit un bon journaliste. Un bon journaliste, c'est celui qui informe avec responsabilité, c'est celui qui joue de sa liberté comme journaliste, la liberté d'expression, mais qui est conscient du fait que cette liberté-là est encadrée. C'est une liberté qui a des limites. Donc il y a un problème de formation, il faut qu'on revoie notre formation, il faut qu'on réfléchisse sur la formation des journalistes. Il y a un problème d'accès à la profession. Qui devient journaliste? Donc c'est tout le monde qui devient journaliste aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas, je n'ai pas un point de vue que j'épouse à 100%, mais pourquoi ne pas ériger aujourd'hui notre profession à un ordre? Pourquoi ne pas mettre en place une organisation ordinale aujourd'hui pour pouvoir bien cloisonner notre domaine? Parce que nous recevons n'importe qui. Conséquence, aujourd'hui, notre environnement médiatique est envahi par des fake news et les journalistes congolais n'ont plus assez de crédit. Donc il faudra, surtout en ce qui concerne les médias en ligne, il faudra encourager les organisations professionnelles aujourd'hui qui réfléchissent déjà, qui ont déjà, j'imagine, une ébauche de textes qui doivent régir l'exercice de la profession du journalisme sur Internet. C'est très important. C'est très important qu'il faut, Pati Mukuna, comme l'a dit Orly Darel Kiambokoulou, qu'il faut aujourd'hui revoir la formation du journaliste et aussi les règles d'accès au métier, puisqu'on constate que dans le numérique, c'est tout le monde qui informe, c'est tout le monde qui s'improvise journaliste, et sans pour autant avoir suivi une formation de journalisme, et sans pour autant tenir compte de règles d'accès au métier. Et comment considérez-vous aujourd'hui cet aspect des choses? Il faut revoir, il faut tenir compte de ces questions-là? Exactement, il faut tenir compte parce que l'État a le devoir de protéger ces domaines. Ce n'est pas seulement dans le journalisme, c'est dans tout le domaine. Parce qui est exposé dans ces affres de la mondialisation et du numérique. L'État doit protéger. L'État n'est pas là seulement pour protéger ce qui est physique, il est aussi là pour protéger ce qui est virtuel. Parce que la virtualité, ce n'est pas la spiritualité. C'est un domaine où on peut protéger. Il ne faut pas confondre de virtualité et spiritualité. Spiritualité, c'est autre chose. La virtualité, c'est un domaine où vous pouvez vous équiper des équipements qui peuvent contrôler le flux des informations, gérer les vraies informations, sanctionner les mauvaises informations. Ailleurs, ça s'est fait déjà. En France, par exemple, il y a déjà des équipements, des organismes qui sont mis en place par l'État pour gérer le flux des informations, faire la différence entre celui qui a droit et celui qui n'en a pas droit. Parce que si on laisse les choses dans cet état, c'est la conséquence logique de la mondialisation. La mondialisation est venue en fait pour améliorer des choses, mais aussi il y a des conséquences qui suivent après. Par exemple, démocratiser l'information, donner l'accès à quelqu'un qui n'est pas journaliste d'informer aux autres. Pourquoi? Parce que il faut
informer rapidement, la célérité. Les gens ont besoin de consommer une information. Et on donne accès à celui qui est là, même s'il écrit sans forme, sans style, il écrit. La finalité, c'est que la personne a l'information. Conséquence, eh bien, avec les téléphones, c'est vraiment un marché ouvert. Donc, je crois que l'État doit réfléchir, doit mettre en place des mécanismes pour contrôler le flux des informations, contrôler les gens qui traitent l'information, contrôler l'accès à l'information et l'accès au métier. Parce que si on laisse telles les choses évoluer, je crois que demain, on ne sera pas surpris de voir des gens d'autres domaines qui ne sont ni proches, ni rattachés à la communication, commencer à informer. On le constate déjà d'ailleurs ici dans le pays. Mais c'est parce que le marché il est vaste, il n'est pas contrôlé. Aujourd'hui, on ne va pas condamner les gens d'avoir déposé leur valise dans le métier du fait que le métier elle-même n'a pas été encadré, lui-même n'a pas été encadré. Parce que trop de dispositions qui ne se complètent pas, trop d'organisations qui ne sont pas ordinales. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a l'UNPC, mais l'UNPC c'est une ASBEL qui n'est pas ordinale, qui n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de prester. Ailleurs, on vous dit le programme, ok. Si l'UNPC a ces pouvoirs-là de radier de la profession un confrère qui... De son organisation. Qui n'a géré... De son organisation. Il y a un acte d'adhésion aussi. De son organisation. Si on a pas un acte d'adhésion, comment tu veux me radier? Quelqu'un peut être radié de l'UNPC. Oui, c'est ça. Mais pas être radié du métier de journaliste. Parce que là, il peut continuer à prester en dehors d'être dans l'UNPC. Donc là encore, il y a des choses à retravailler, à paramétrer par rapport à ces métiers actuels. Vous avez appuyé un peu ici Orly Darel sur la question de la création d'un ordre national des journalistes, d'un ordre national des journalistes. Comme ça va déterminer les règles d'accès au métier. Ce qui est le cas dans d'autres domaines aussi, dans l'avocature, la médecine, il y a même les domaines d'architecture. Fiston, aujourd'hui même les comptables, ils ont un ordre. Ils ont un ordre, mais fiston, l'écho. Excusez, Jojo, avant de répondre sur allez-y. C'est que l'ordre aura beaucoup de missions à faire. C'est pas seulement de réglementer l'accès, c'est aussi de réglementer lorsqu'on cesse de faire le journalisme et on devient un communicant, par exemple, d'un parti politique ou d'un acteur politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça encore le problème. C'est-à-dire des gens qui travaillent comme des journalistes, ils ont le métier d'informer la masse, mais aussi ils sont rattachés et il faut une communication des acteurs politiques et ça vient teinter en fait les débats. Aujourd'hui, la partialité se pose problème parce que on communique sur des activités, sur des positions des gens que sur l'information qui doit être impartiale. Oui, cette question de création d'un ordre de journalistes semble diviser un peu la profession. Il y a de ceux qui soutiennent l'instauration d'un ordre et aussi de ceux-là qui ne soutiennent pas cela. Fiston l'écho. Il faudra avoir un ordre des journalistes, comme ça pourra permettre de mettre de garde-fous, de mettre de barrières à tous ceux qui ne sont pas de la profession, d'embrasser le métier et de commencer à utiliser les numériques et en portant le statut des journalistes. Merci beaucoup pour la question. Et créer un ordre ou une autre structure pour, je ne sais pas, réglementer l'accès au métier de journaliste n'est pas un problème. Le problème, c'est que comment on fait pour respecter ces principes-là d'accès au métier de journalisme? L'UNPC, c'est une ASBEL, ça on ne refuse pas. La question de l'ordre, c'est vraiment une épineuse question qu'il faut traiter avec beaucoup de minutie, il faut traiter avec beaucoup de sérieux. On ne peut pas, on peut aussi mettre vraiment de l'ordre dans le métier de journalisme sans créer un ordre professionnel. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est quoi? Expliquez. C'est-à-dire que dans des pays comme la France, il y a une commission qu'on appelle la commission des cartes. C'est une commission qui est gérée par l'État. Une commission qui a établi des critères pour accéder au métier de journalisme. On n'a pas besoin en France, forcément, de créer un ordre pour réglementer l'accès au métier. C'est-à-dire, le problème, c'est au niveau du contrôle, au niveau de l'applicabilité des principes ou des critères établis pour accéder et exercer dans le métier. Si vous voyez même les résolutions des états généraux des médias et de la communication, on a pensé à mettre soit un ordre, soit une commission des cartes qui serait gérée par l'État. Moi, je suis de ceux qui pensent que
créer un ordre, c'est pas mauvais, mais je pense créer une commission qui serait gérée par l'État, pas seulement une commission qui sera une structure peut-être qui sera gérée où il y aura une dénomination quelconque, mais qui est gérée par l'État. Et l'État met des principes et des mécanismes de suivi et de contrôle que tout le monde qui a accès, qui veut avoir accès, qui devra porter le statut de journaliste, doit remplir quand même. Il doit sortir d'une école de journalisme ou bien il peut comme... Non, le journalisme n'est pas comme un avocat, n'est pas comme le métier d'avocat, parce que vous savez, quand vous voulez rester comme avocat, il faut faire les études des droits. Si vous voulez être médecin, encore dans un métier aussi sensible que la médecine, il faut vraiment faire 7 ans. Le journalisme est aussi sensible. Non. Écoutez, le métier de journaliste... C'est pas n'importe qui doit informer. C'est un métier ouvert, justement parce que avec des formations comme... J'ai rêvé encore en France parce que j'ai maîtrisé un peu beaucoup là-bas, vu aussi la situation... Nous ne sommes pas en France. Allez-y. La situation linguistique, on comprend mieux ce qui se passe en France que dans d'autres pays parce que nous partageons justement la même langue. Donc, je disais quoi d'ailleurs le métier est ouvert. Vous pouvez faire par exemple bois et forêt, vous pouvez faire l'environnement. Mais il y a des écoles de journalisme, par exemple dans certaines facultés, dans les universités. Vous finissez en droit, il y a une école des journalistes où vous allez faire 2 ou 1 année, on vous apprend les basiques. Et ça passe bien. Mais c'est ce n'est pas le cas ici. Non, c'est que n'est pas le cas ici. C'est possible. Non. C'est possible. Le problème, c'est au niveau de cette structure-là. Il faudra imposer cela. Il faut que ça soit obligatoire. Même dans une activité, quand vous y allez, l'organisateur d'une activité doit vous exiger cette carte. Que ce soit quelque chose d'obligatoire. Même si vous allez dans la rue, même si vous allez dans un quartier pour couvrir un événement, pour couvrir un fait. Quand vous allez, par exemple, nous allons souvent dans les commissariats de police, on va vous exiger la carte des postes et que ça soit obligatoire, connu de tous qu'il y a une carte qui est remise par telle structure et quand quelqu'un se présente devant un policier ou une commissariat de police n'a pas cette carte, quand quelqu'un se présente dans une activité n'a pas cette carte, il ne peut pas prester, on les met dehors et ça sera facile. Vous allez comprendre que nous n'aurons pas besoin d'un ordre comme dans d'autres métiers. Voilà, les avis sont partagés sur la création de l'Ordre national des journalistes en République démocratique du Congo. Mais ça n'est fini pour ces sujets. Nous allons à présent aborder le deuxième thème qui concerne le retombé de la guerre en Ukraine sur l'Afrique subsaharienne. De perspectives économiques ont été formulées pour permettre aux pays de cette région de connaître encore une croissance économique, mais on constate que ces perspectives sont menacées par les retombées ou les conséquences engendrées par cette guerre qui sévit en Ukraine. Pati Mukuna, face aux conséquences engendrées par la guerre en Ukraine, est-ce qu'on peut craindre que le pays de l'Afrique subsaharienne puisse connaître encore une croissance économique au cours de cette année? Ça sera difficile pour parler de croissance économique quand on sait que nos économies sont extraverties. Ça dépend de la fluctuation du milieu international et que ce milieu aujourd'hui est beaucoup plus mouvementé par une guerre qui prend pratiquement les peu de ressources qu'il y avait encore à préserver et à garantir. Donc je crois que ce sera difficile pour nous ou pour les États de parler de croissance et quand on sait qu'il faut d'abord chercher des mécanismes de compensation. Parce que si vous êtes un État qui dépendait du pétrole, qui dépendait du blé plutôt, qui dépendait de métaux ou qui dépendait de l'énergie ou encore du néon, maintenant, en grande partie de ces deux États, vous devez commencer par trouver des mécanismes de compensation. Or, des mécanismes en plein exercice, ce sont des exercices difficiles pour un État qui avait déjà une planification des importations, arriver ou commencer à chercher des plans B ou des plans C. Économiquement, si vous demandez aux économistes, ce sont des exercices difficiles. Donc, il est difficile de parler croissance avec une guerre comme celle que nous impose les grandes puissances, entre autres les États-Unis et la Russie. Il est plutôt demandé aux États de trouver très rapidement des mécanismes, tant soit peu, pour essayer de créer un coussin, pour ne pas connaître une chute
qui peut fracasser l'économie, qui peut fracasser les importations, qui peut fracasser les exportations aussi. Donc voilà, il faut réfléchir. Ce qui est vrai, les choses vont galoper, les prix vont monter, la matière deviendra rare. Voilà, tout ça c'est une réalité qu'on a déjà fait allusion ici. Maintenant comment on va faire, parce que ceux qui consommaient le blé à 80%, 50%, 75%, entre-temps s'ils ne trouvent pas de mécanismes, ils vont tomber dans la famine, c'est-à-dire la sécurité alimentaire va s'agrandir, on va passer de 40 à 45, 50 millions. 50 millions d'insécurité alimentaire, c'est vraiment la famine retrouvée, comme à l'époque de la Somalie. Comme à l'époque de la Somalie, voilà. Donc les perspectives économiques sont menacées, mais Fiston Leko, face à tout cela, Pati Moukouna vient de souligner, il faut trouver un coussin, puisque déjà on assiste à la réduction des niveaux de vie et on pourra même craindre l'aggravation de déséquilibres macroéconomiques. Et quel type de coussin, comment réfléchir pour que les économies africaines puissent se maintenir et ne pas perdre l'équilibre? Merci pour la question. Maintenant, l'économie africaine, trouver des coussins aussi rapidement que ça, ce serait un peu difficile. Là, il faut qu'on se les dise franchement, parce que si vous voyez bien le retard dans lequel le continent africain se retrouve, et pour rattraper ce retard, jusqu'à assurer l'autosuffisance, jusqu'à remonter la pente, surtout sur le plan de la croissance économique, c'est très difficile. Vous allez vous rappeler que un dernier rapport ici du FMI qui a fait état d'un rabais justement de perspective de la croissance économique au niveau africain, surtout qui est dû justement à ce conflit russo-ukrainien. C'est que avant les perspectives étaient de 4,5% et aujourd'hui sur tout le continent africain on parle de 3,8%. Donc c'est dire qu'il y a un coût au niveau même de la production globale des États au niveau africain, il y a un coût au niveau même il y a un poids qui pèse sur justement la demande qui va justement augmenter parce que les États aujourd'hui accourent vers l'approvisionnement et ici c'est le temps même de dire que même les Européens aujourd'hui ont été les plus grands, malgré qu'ils sont en guerre contre la Russie, ils ont été les plus grands acheteurs surtout dans des produits, les gaz, les pétroles et les énergies. Donc l'Afrique souffre déjà d'être un exportateur de brut, mais importateur de produits finis, ce qui fait qu'on crée de l'emploi ailleurs. Et ici, nous ne sommes que des fournisseurs, une base arrière, nous sommes comme une forme de réservoir. Et pour renverser la tendance, ce ne sont pas des projets à court terme qui vont faire cela, ce sont des projets à long terme, ce sont des réflexions, ce sont vraiment des solutions qui doivent être trouvées, mais avec des profondes réflexions qui seront à long terme. Parce que si vous voyez, sur le plan structurel, l'Afrique, on a dit ici, c'est très compliqué, toujours dépendant. Si vous voyez même au niveau de l'information, nous consommons que de l'information qui vient de l'extérieur. C'est compliqué, mais les solutions, ce ne seront pas du jour au lendemain, mais il faut voir, parce que les crises, ça ne sera pas la dernière, nous serons contraints, nous serons obligés de subir les effets négatifs de cette crise, comme nous avons souffert des effets négatifs de la crise de la pandémie, à Covid-19, le cas de la République démocratique du Congo en 2020, nous avons connu une croissance de 0,43% avant que nous relevions un peu en 2021 avec 4%. Donc, nous allons subir cela. Il faut penser des projets à long terme pour en finir totalement avec cette dépendance. Il faut penser des projets à long terme. Déjà, on constate que les conséquences de cette guerre tombent au mauvais moment. Les économies africaines viennent de se relever. L'année passée, par exemple, la République démocratique du Congo a connu quand même un taux qui s'est amélioré, un taux de croissance qui s'est amélioré à 4,55%, quelque chose comme ça. Mais Orly Darel, il faut de solutions. Quel type de solutions face à cette situation? Quelle politique budgétaire qu'il faudra mettre en place? Quelle politique des importations il faudra mettre en place? Qu'en pensez-vous? Bon, comme Fiston l'a dit, il n'y a pas de recettes miracles. Il n'y a pas de recettes miracles.
et surtout devant cette sorte de crise à laquelle nous assistons, il ne faut pas s'attendre à des solutions à conséquences immédiates. Moi, je crois que cette guerre russo-ukrainienne doit beaucoup nous interpeller, doit servir doit nous donner la matière, nous Africains, pour que nous puissions revoir nos politiques économiques. Donc, comme solution, je pense qu'il est aujourd'hui important que nous puissions mettre en place des politiques publiques qui permettent non seulement de suffisamment nous approvisionner en termes de denrées importantes, mais aussi de pouvoir produire, parce que tout à l'heure vous avez posé la question à l'un des confrères ici sur les conséquences de cette crise sur les continents africains et de l'Afrique subsaharienne précisément. Nous, au niveau de l'Afrique subsaharienne, comme j'ai suivi un expert il y a peu, on ne va pas directement, on ne va pas vraiment ressentir cette crise de manière immédiate, étant donné que nous sommes, notre degré de dépendance vis-à-vis de l'Ukraine ou de la Russie, et par rapport au pays de Maghreb qui dépendent à 50%, nous, on ne va pas vraiment subir ça. Mais on va quand même subir les conséquences de cette crise-là. Alors, comme solution, les pays nous devons penser à mettre en place des politiques publiques qui permettent de produire. Nous devons être en mesure de produire pour que nous puissions ne pas être dans ce qu'on appelle la dépendance alimentaire. Donc, les pays doivent mettre en place des politiques publiques pour suffisamment produire et faire des prévisions de telle sorte que les pays soient à l'abri des conséquences de certaines autres crises qui pourront surgir à travers le monde. Parce que notre pays a un sérieux problème de planification. Nous n'avons pas il n'y a pas d'études prospectives dans notre pays, de manière particulière, mais dans le continent africain de manière générale. Si on avait de la prospective dans les pays africains, on pourrait, partant des situations actuelles, inférer, prévoir ce qui pourrait arriver demain et mettre en place des garde-fous pour ne pas que les chocs soient considérables. Non, mais aujourd'hui, on constate vraiment que le choc est déjà dur, mais la RDC qui ne produit pas assez, et la RDC qui importe plus et exporte moins, est-ce que vraiment on pourra maintenir et pourra vraiment faire face à cette situation? Le problème avec cette guerre, c'est que il y a quatre domaines, ou 4 choses que je citais ici, qui pourront nous faire très mal économiquement. C'est d'abord cette dépendance en métaux. Okay? Quand je dis métaux, il y a l'aluminium, l'acier, le nickel, le palladium, tout ça, qui est leurs dérivés, qui ont une incidence sur, par exemple, le bois des conserves. Okay? Si en blé, la RDC n'est pas assez dépendante du blé, parce que nous savons que le blé, ce n'est pas l'aliment de base pour les Congolais, mais quelque part, les conserves sont beaucoup plus consommées au Congo. Déjà, la boîte, c'est une matière. Ça doit être un dérivé de l'aluminium, de l'acier. Avec ça qu'on fait les boîtes de conserve. Les sardines et consorts sont des choses que nous consommons ici qui vont monter de prix parce que la rareté fait augmenter le prix. Ça, c'est une conséquence économique. L'autre conséquence économique, c'est aussi le fait que les États qui perfusent notre économie, les États qui nous aident à avoir plus ou moins un budget, parce que vous savez qu'en recette propre, la RDC n'a pas de budget aussi important que ça. C'est-à-dire notre budget est sous perfusion, comme on le dit souvent. Il dépend des autres qui, eux aussi, à leur tour, dépendent de la crise. Par exemple, l'Union européenne finance annuellement ou mensuellement quelque chose vis-à-vis de l'économie de la RDC. 800 millions, 1 milliard, ou ce que vous voulez, même 400 millions. Il y a des projets. Il y a des projets qu'on sort. Or, aujourd'hui, l'Union européenne et les États qui composent l'Union font face d'abord à des crises économiques en interne. C'est-à-dire qu'il faut trouver des mécanismes pour ne plus dépendre du gaz russe, tout ça. Pensez-vous qu'ils auront encore de l'argent à venir financer des projets en Afrique? Problème. Ok? Deuxièmement, les États-Unis aussi auront des problèmes parce que les États-Unis, c'est un grand
qui finance assez de projets dans le monde, aura des problèmes parce que son industrie de puces dépend en grande partie du néon qui vient de la Russie. Parce que les puces qui sont produites aux États-Unis dépendent d'une matière qu'on appelle les néons, qui vient à 90% de la Russie. Est-ce que l'augmentation de la production agricole va suffire pour faire face à cette... L'augmentation de la production agricole, c'est une politique publique des États. Or, ici au Congo, en tout cas, si on fait le tour de la table, je ne connais pas c'est quoi le plan national de l'agriculture. Je ne connais pas. Je connais le ministre de l'Agriculture. Mais son plan, en tout cas, moi, je ne connais pas. Or, on dit que la RDC peut nourrir l'Afrique. Rien qu'avec le terre arabe que nous avons ici, nous pouvons nourrir l'Afrique. Ça, c'est le français. Mais dans la faisabilité, qu'est-ce que nous faisons pour nourrir l'Afrique? Nous ne faisons rien, aucun projet. Donc la RDC va subir les conséquences fâcheuses de cette crise. Mais nous n'avons pas une souveraineté alimentaire. Déjà. Même notre alimentation dépend des autres. Or, nous avons des terres qui peuvent nourrir les autres. Il faut une politique publique. Par exemple, lancer en moyen terme une campagne agricole de maïs, par exemple. Ok? Le maïs, aujourd'hui, la Russie produit 19% de maïs consommé dans le monde. La RDC, même si n'ayant pas la superficie de la Russie, qui avoisine les 9 millions, nous avons 2 millions, si la RDC lance une campagne, je crois qu'on peut avoir 6% de maïs. On ne va pas égaler 19%, mais on peut avoir 4% de maïs. Or, 4% de maïs, c'est déjà une consommation locale garantie. Avant de commencer à donner aux autres. Parce qu'en dehors de la guerre, aujourd'hui, les États sont tombés dans l'autarcie. Ils ne veulent même plus donner à manger aux autres. Vous avez appris que les Algériens et les Ghanéens ont limité les exportations des biens qui sont consommés, qui sont produits chez eux. Parce qu'ils se disent que ça peut devenir plus pire. Parce que la constitution de stocks alimentaires constitue aussi une solution face à deux crises. Les stocks alimentaires, si vous en produisez, mais si vous dépendez. Le problème, c'est de produire. Là, je parle du cas de l'Algérie. Oui, ils produisent. La RDC a cette maladie de ne pas produire, mais de posséder les terres. Et c'est là que nous insistons ici, que nous devons produire. Que les conseils des ministres puissent s'inscrire à court terme ou à moyen terme une campagne agricole. On peut le faire. Il ne faut pas faire seulement. Oui, il y a tout un procès Boukangalose qui a échoué. Oui, il ne faut pas seulement faire Kanyamaka CC. Il faut faire 26 Kanyamaka CC. C'est ça. Il faut faire 26 Kanyamaka CC pour que dans le 3 mois qui suivent, que nous puissions produire ne serait-ce que 4% de maïs mondial. C'est possible. Si on ne parle que du maïs et les autres produits suivant après, commençons par trouver une solution. Commençons par créer une dépendance. Par exemple, avant que vous puissiez répondre la parole, si on veut aussi contrôler nos voisins, on doit aussi utiliser le secteur alimentaire. Par exemple, voir les Rwandais, qu'est-ce que les Rwandais consomment, qui peuvent créer une dépendance du Rwanda vers la RDC, au point que nous pouvons gérer les relations. Parce que si aujourd'hui, par exemple, les Rwandais consommaient en grande partie le maïs ou les patates, et que la RDC se met à produire autant de patates et autant de maïs qui peut fournir au Rwanda, ça créera une dépendance économique et alimentaire du Rwanda vis-à-vis de la RDC. Ça aura une dépendance qui aura des conséquences sur la dépendance sécuritaire. Hein? Parce que le Rwanda ne voudra plus attaquer un État qui produit à manger pour lui. Ok? Donc la RDC peut faire beaucoup de choses à la fois, qui peuvent avoir des incidences dans la sous-région, qui peuvent nourrir l'Afrique et qui peuvent compenser même la rareté qui va se créer autour de la guerre. La production agricole, l'augmentation de la production agricole est une des solutions, mais on parle aussi de l'octroi financier sous forme de dons. Est-ce que cela peut suffire pour le pays de la sous-région pour vraiment faire face aux conséquences de cette guerre en Ukraine? Déjà, la logique des dons, moi j'ai été toujours au vent debout. Depuis la sortie des pays africains de dépendance des colons, et depuis l'entrée des pays africains à la souveraineté internationale, nous sommes maintenant, on ne vit que des dons qui viennent de l'extérieur. Et ces dons-là n'ont jamais résolu le problème. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans la logique de la toujours dans les cercles vicieux. Oui, nous sommes toujours dans les cercles vicieux. Il y a certains projets même où on dit qu'on a financé, mais on finance qui? On finance leurs structures, leurs propres structures, qui entrent par exemple dans des transports, dans des logistiques, et rien du concret sur terrain. Donc c'est comme si on donne l'argent à soi-même et ça, sur terrain, il n'y a rien qui s'est fait produire. Je vais rebondir un peu sur ce que M. Paty a dit ici, que la RDC ne consomme pas trop le blé, mais on consomme quand même le blé. Vous savez, il y a des télés
qui se font ici, surtout quand on parle de l'augmentation ou soit de la montée des prix des pains. Vous voyez ce que ça donne dans nos médias, ce que ça donne. Ça dit que c'est aussi une denrée qui a une place très importante dans le pays. Et quand on parle de cette denrée-là, nous exportons plus de 70% de ces deux pays, l'Ukraine et la Russie. Et ces deux pays fournissent plus de 30% au monde. Donc si on voulait même aller, par exemple, s'approvisionner à d'autres pays, ça serait difficile. Parce que les 30% là ne sortent plus de ces pays-là. Donc chaque pays qui produit, vous avez évoqué ici le cas de l'Algérie et du Ghana, essaie un peu de se faire un réserve, une forme d'approvisionnement stratégique pour essayer un peu de voir, surtout projeter l'avenir, parce qu'on ne sait jamais à quand cette crise va prendre fin. Donc la logique de la RDC, nous devons vraiment, ce n'est pas seulement pour répondre ou soit de résilier face à une crise ou des crises, mais c'est aussi pour nous-mêmes, pour notre autosuffisance alimentaire, pour notre propre économie. Les pays du monde, il n'y a que le travail de production. Ce n'est pas seulement l'importation. Ici au Congo, il n'y a que des dépôts. Ici au Congo, il n'y a que des dépotoirs je ne sais pas, des entreprises qui importent des biens, des services. On a parlé ici des boîtes de conserve. Tout ça, rien n'est produit ici. Nous ne faisons qu'importer. La RDC ne fait qu'importer. Orly Darel, il nous faut la production agricole, l'augmentation de la production agricole. Fiston, on ne les connaît pas d'accord avec les dons, puisque ça ne fait pas avancer le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Non, je serais obligé de me répéter. Donc j'épouse le point de vue des fistons. Nous ne pouvons pas être un État qui a vocation d'être la cachette du développement de l'Afrique centrale de manière particulière et de tous les continents africains en général, et vivre de l'importation. Donc nous devons être en mesure de produire. Nous devons produire et précisément dans les secteurs agricoles, on a énormément des choses à faire. Il a été démontré par mon confrère ici que il y a même manière de pouvoir rendre nos voisins dépendants, rien qu'en produisant précisément dans les secteurs agricoles. Donc, vous voyez combien est-ce que la production agricole peut même être utilisée comme un enjeu géostratégique. Comment est-ce qu'on peut utiliser la production agricole aujourd'hui pour pouvoir changer les rapports de force avec nos voisins. Ça c'est très important. Comment voulez-vous que avec un pays nous avons 80 millions de terres arables, et aujourd'hui, je vois certaines personnes qui sont contents, qui sont en train de se réjouir du fait que les projets service national est en train de bien évoluer. Il a été dit ici qu'on devrait plutôt avoir des services nationaux dans toutes les 26 provinces du pays. Donc il n'y a pas magie à faire. Il n'y a pas magie à faire. La politique d'injection, la politique des dons ne suffisent pas pour nous sortir de ces carcans. Donc nous devons, il n'y a pas magie à faire. La solution miracle, ce serait de booster la production locale, précisément dans les secteurs agricoles. Donc il faudra que nos dirigeants réfléchissent de manière approfondie sur cette problématique pour voir comment est-ce que nous pouvons faire du développement du secteur agricole les moteurs, les vrais moteurs du développement de notre pays. Il faudra maintenant il est maintenant temps qu'on sorte des discours pour passer à l'action. Je l'ai dit ici que quelquefois malheur est bon. Nous avons, après la crise économique, je crois, de 2008, les continents africains apparemment n'a pas toujours tiré des vraies leçons. La Covid est venue, nous avons vu les conséquences, l'incidence de la Covid sur les économies africaines, mais après la guerre en Ukraine, on a l'impression que les dirigeants africains n'avaient toujours pas pris la mesure nécessaire de l'influence de la Covid sur nos économies. Donc aujourd'hui, avec ce qui arrive en Ukraine, avec cette guerre, nous les Africains, nous devons comprendre qu'il est plus que temps que nous puissions investir dans le développement
du secteur agricole. Il est plus que temps pour les Africains, pour les dirigeants africains et surtout de l'Afrique subsaharienne de quitter les discours et de passer à l'action. Puisque le pays, les crises, il y en aura toujours. On en a connu en 2008, en 2020, on en a connu. Et aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine. Cette guerre, aujourd'hui, provoque des conséquences fâcheuses partout dans le monde entier. Mais il faudra que le pays africain, les dirigeants africains puissent prendre conscience et de mettre en place des programmes qui permettent à ce que, au pays de faire face à ces conséquences. Voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites merci à l'équipe de production pilotée par Curtis Panda, John Gandou, Benito Infombo et notre cher ami Benito. À la prochaine.